secours qu'on fait en milieu sportif. Nous avons aussi décidé d'aborder ce thème parce qu'il y a quelques nouveautés à apporter à la prise en charge secouriste notamment des accidents liés à la chaleur et de l'hyperthermie, particulièrement des forts. Pour cela, on a demandé au docteur Frédéric Brich. Le docteur Frédéric Brich est quelqu'un que je connais depuis des années parce qu'elle est une cheville ouvrière du secourisme en France. On se connaît depuis très longtemps avec à l'époque l'Observatoire national du secourisme et les différentes commissions médicales où l'on met, j'allais dire, en place les différents types de recommandations qui existent. C'est une personne que j'apprécie particulièrement et je suis très heureux qu'elle ait accepté de vous faire cette présentation ce soir. Elle a une très grande expérience. Elle est médecin-chef à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Elle a beaucoup d'expérience, notamment dans la prise en charge des accidents liés à la chaleur. Et c'est avec un grand plaisir que je la reçois et que je lui donne la parole. Merci Frédéric. Merci Daniel. Bien écoutez, bonjour à tous. Et c'est moi qui vous remercie, qui remercie l'équipe pédagogique de la Croix-Rouge de m'avoir invité pour faire cette petite présentation. Et j'espère que ça vous ira. Parfait. Je vous laisse du Alors, coup la parole pour la présentation. merci beaucoup. Les pathologies liées à la chaleur, c'est quelque chose qu'on connaît bien à la brigade de sapeurs-pompiers parce que on fait régulièrement des personnes qui ont des coups de chaleur. Et puis surtout, les pompiers, c'est une population qui est sujette à faire des coups de chaleur par la lutte contre les incendies, puisqu'ils sont soumis à tous les facteurs de risque qui peuvent les amener à faire un coup de chaleur. Et on en a de temps en temps. Et ce dont on s'est rendu compte depuis quelques années, c'est qu'on a de plus en plus de victimes civiles qui présentent des coups de chaleur, en particulier sur les courses de début de printemps. Et puis là, qui vont continuer. Puis comme on prépare les Jeux Olympiques, eh ben, on s'est mis à jour sur la conduite à tenir. Donc, sur cette présentation, on va juste se rappeler ce que c'est un coup de chaleur. Et surtout, on va se mettre à jour sur la conduite à tenir. Chez nous, elle a évolué assez récemment. Et depuis qu'on pratique qu'on fait la conduite à tenir que je vais vous présenter, l'évolution des victimes, elle a changé du tout au tout. Et on est très performant maintenant pour éviter qu'ils rentrent dans des complications avec des jours et des jours d'hospitalisation, voire mortelles. Et donc, ce que vous voyez à l'image là, c'est toutes les situations où effectivement on va avoir à prendre des coups de chaleur. Et on a commencé à bien s'y intéresser à la brigade à l'été 2003, alors que c'était la canicule, où on prenait beaucoup de personnes en état très avancé. Et on a continué à travailler dessus à cause du travail des pompiers. Et puis, comme c'est une unité militaire, la brigade, les réanimateurs militaires, se sont beaucoup intéressés aux coups de chaleur, puisque sur les opérations extérieures, ils étaient confrontés avec des militaires très habillés, qui portaient de lourdes charges, qui étaient dans des conditions, des ambiances thermiques importantes, et ils avaient développé rapidement la prise en charge des coups de chaleur, avec une évolution ces dernières années qui correspond aux nouvelles recommandations. On va passer à la diapo suivante. Un petit rappel tout d'abord sur la régulation de la température centrale. Vous savez tous qu'on est censé être à environ 37 degrés de température. Et on se maintient à cette température parce qu'on a un thermostat dans le cerveau qui règle tout ça. Et quand il trouve qu'on a trop froid, il fait monter la température. Quand on a trop chaud, il va mettre en place des mécanismes pour justement évacuer l'excès de chaleur. Alors, comment est-ce qu'on fait monter la température? Je pense que vous l'avez tous vécu quand vous avez froid ou quand vous êtes malade. C'est parce qu'on frissonne. Et c'est le travail musculaire des muscles. C'est le travail des muscles qui va produire de la chaleur. Et on fait monter comme ça notre température. Quand vous avez la grippe et que vous frissonnez alors que vous avez 38, c'est que votre thermostat s'est réglé plus haut et que tant que vous n'avez pas atteint la nouvelle température du thermostat, vous frissonnez alors que pourtant votre température, elle est plus élevée que d'habitude. Donc ça, c'est la régulation habituelle du corps. Et si on se trouve dans des conditions de chaleur importantes, on a des mécanismes d'adaptation pour évacuer la chaleur. Ça se voit aussi. On va avoir une vasodilatation, c'est-à-dire une dilatation des vaisseaux sanguins qui va
particulièrement se voir au niveau de la peau, avec votre peau qui va devenir rouge et chaude. Ça va favoriser l'évacuation des calories, l'évacuation de chaleur. Et en plus, on aura le phénomène de sudation, de transpiration, qui va venir mouiller la peau. Et le fait qu'on ait la peau mouillée, là, va aussi favoriser l'évacuation de la chaleur. Si en plus on fait une petite ventilation et qu'on a du vent sur la peau, ça va favoriser aussi l'élimination des calories. Donc ça, ce sont les mécanismes normaux de régulation. On parle de thermogénèse quand on fait monter la température, de thermolyse quand on fait descendre, quand on met en place les mécanismes pour descendre la température. Il y a en permanence un équilibre qui se fait entre les deux. On parle d'hyperthermie quand on a une augmentation de la température centrale. Alors, il existe un danger aux alentours de 40 degrés. Le danger, c'est pour le cerveau. Le corps ne va plus fonctionner normalement et en particulier, le cerveau va souffrir de cette hyperthermie. Et on voit même chez des personnes malades qui ont une fièvre à 40 que quelquefois, elles se mettent un petit peu à délirer. Donc, on a des signes de dysfonctionnement cérébral. Alors, les causes principales des hyperthermies, elles sont, on les connaît, il y en a qui sont très fréquentes. La première, c'est la fièvre qu'on a pendant les infections, parce que la fièvre est un des mécanismes de défense contre les microbes. Donc, notre thermostat va se régler un petit peu au-dessus de la normale, ou beaucoup, bien au-dessus de la normale, pour faire monter la fièvre qui va permettre de lutter contre l'infection. Les autres situations, ça va être par exemple l'effort prolongé. La température, elle augmente du fait du travail musculaire quand on va faire un effort, quand on fait du sport. Mais vous avez aussi dû constater sur intervention que si on prend en charge une personne qui a convulsé ou qui a fait un effort involontaire, hein, mais avec un travail musculaire pendant plusieurs minutes, quand on mesure sa température, elle n'est pas à 37, elle est souvent à 38, 38,5. Donc, ça montre bien que le travail musculaire augmente la température. Si on est dans un environnement chaud, on va éventuellement avoir une température qui va augmenter aussi et parfois jusqu'à ne plus pouvoir, on va plus pouvoir réguler. Ça, c'est la canicule de 2003. Et avec une période où on avait des températures très élevées en journée, mais aussi la nuit, où on n'arrivait pas à se reposer. Et donc, l'accumulation des journées de canicule fait qu'on va avoir des complications et on risque de faire des hyperthermies. L'exposition prolongée au soleil, on s'en rend compte pourquoi. On a aussi certains médicaments ou certains stupéfiants. Vous savez que l'ecstasy, par exemple, va faire monter la température centrale. Comme en plus, on en prend et par exemple, dans les soirées, on danse toute la nuit, on va avoir plusieurs mécanismes qui risquent de nous mettre dans des situations d'hyperthermie. Et enfin, on va avoir l'atteinte de notre thermostat central au niveau du cerveau. Si on a une maladie du cerveau, un AVC, une infection du cerveau, ça peut dérégler notre température centrale et on va avoir des hyperthermies qui ne sont pas dues à une infection, mais qui sont dues à un dérèglement. On va passer à la diapo suivante. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on est exposé à la chaleur? Ou bien quand on produit de la chaleur de façon excessive, ou bien si on n'arrive pas à diminuer, si on n'arrive pas à évacuer la chaleur, ben, on va avoir des phénomènes qui vont, on va avoir une hyperthermie et des phénomènes qui vont s'emballer. Et sur ce petit schéma, on voit comment le corps se réchauffe par le rayonnement solaire. Il va y avoir aussi du rayonnement au niveau du sol, soit le rayonnement thermique, solaire qui va être réfléchi. Donc, on est soumis à 2 fois au même rayonnement. On a aussi le rayonnement intrinsèque du sol. Et là, pour peu qu'on fasse un effort physique pendant ces moments-là, on va aussi avoir le travail musculaire qui va générer de la chaleur et donc la température centrale qui va beaucoup monter. Et pour ça, on se met en place ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une vasodilatation pour évacuer les calories, des sueurs, et on va avoir une évaporation par les sueurs, mais aussi par la respiration.
et en espérant qu'on arrive à réguler. Et la plupart du temps, on régule. Les accidents dus à la chaleur sont quand même assez rares. La diapo suivante. Merci. Ce qu'on voit sur cette diapo, c'est que les pathologies qui sont dues à la chaleur répondent à un continuum, c'est-à-dire qu'il y a des troubles liés à la chaleur qui ne sont pas graves. Si on reste exposé ou si on continue l'effort, on va avoir un second stade et puis on va arriver à un stade très grave si on reste très exposé ou si on continue notre effort. Alors, le premier stade, bon, là, du coup, on pouvait envoyer les questions, mais pour les participants. Le premier stade, on parle d'insolation. Alors, les petits schémas qui sont là sont très représentatifs de ce que sont ces stades. C'est-à-dire qu'au cours de l'insolation, on va avoir des symptômes, on va les voir juste après. On va avoir des symptômes, mais malgré tout, on reste vaillant, on est capable d'être debout, on va le supporter. Le deuxième stade, on appelle ça l'épuisement hyperthermique. Et là, vous voyez qu'on a représenté la personne au sol. Donc déjà, en termes de capacité physique, on en a déjà perdu, et probablement une déshydratation associée importante, et on va montrer des signes de faiblesse au niveau du corps. Et le troisième stade de ces pathologies liées à la chaleur, c'est ce qu'on appelle le coup de chaleur. Et ce qui caractérise le coup de chaleur, c'est l'atteinte cérébrale. C'est-à-dire qu'il va y avoir des troubles neurologiques qui montrent que le cerveau ne fonctionne pas bien. Alors, on va très facilement reconnaître quelqu'un qui a perdu connaissance, qui est dans le coma, qui convulse. Et ce qui va être intéressant, c'est d'apprendre à reconnaître le début de ce qu'on appelle l'encéphalopathie, c'est-à-dire quand ils vont avoir des signes neurologiques qui doivent commencer à nous alerter et qui doivent nous faire prendre en compte la situation et appliquer les premières mesures. Alors, dans ce coup de chaleur, il y en a deux sortes. Il y a le coup de chaleur d'ambiance, qu'on dit aussi classique. C'est celui de la canicule de 2003, c'est l'exposition à la chaleur, à des ambiances thermiques importantes. Et on a le coup de chaleur d'exercice qui, lui, est dû au fait de faire un effort prolongé. Alors, évidemment, si on fait un effort prolongé et qu'il fait très chaud dehors, on augmente le risque. Donc, trois stades. L'insolation qui n'est pas très grave, l'épuisement hyperthermique pour lequel on va commencer à prendre des petites mesures, mais qui pour l'instant n'est pas grave non plus, et le stade très grave qu'il faut reconnaître et sur lequel il faut agir vite, qui est le coup de chaleur avec des signes neurologiques. On va passer à la diapo suivante, où là, dans ce petit tableau, on décrit en fait les signes qu'on va voir chez les personnes qui sont à ces trois stades. Au niveau de l'insolation, on va avoir une peau rouge, des tout petits signes neurologiques, mais qui ne sont pas graves et qui sont des signes assez banals, comme mal à la tête, quelques vertiges. Par contre, il n'y a pas de signes neurologiques importants. On peut avoir des crampes aussi à ce moment-là. Et on a des températures, quand elles sont mesurées, qui sont inférieures à 40 degrés. Le deuxième stade, c'est l'épuisement hyperthermique, où là, on va avoir aussi céphale et vertiges, la peau est rouge, on a encore des sueurs qui sont présentes. Il n'y a pas de signes neurologiques importants, mais par contre, on va être dans l'impossibilité de poursuivre l'effort. Là, on voit les gens qui commencent à tituber, à avoir des difficultés à avancer. Et là, il faudrait en fait les arrêter. Et puis, si on fait des mesures, on va avoir des signes cardiovasculaires de déshydratation associés à l'effort s'il y a aussi un effort associé. Et enfin, le coup de chaleur. Alors, la température, elle est souvent supérieure à 40 degrés. Alors ça, c'est en théorie parce que souvent, quand on prend en charge des coups de chaleur, elle n'est pas encore mesurable à 40 degrés. Ou alors, autre chose, c'est qu'on a des difficultés à les mesurer parce qu'on n'a pas des thermomètres qui sont très efficaces quand on le prend en périphérique pour donner vraiment la température centrale. Donc, on a une incertitude souvent sur la température. En revanche, ce qui va être important à reconnaître, ce sont les signes neurologiques majeurs qui commencent à apparaître et qui constituent ce qu'on appelle l'encéphalopathie, donc l'atteinte du cerveau.
Et là, il faut vite agir parce que si on attend, ça risque d'être irréversible et de donner des complications importantes. Alors, on reconnaîtra sans problème la personne qui est inconsciente ou qui a perdu connaissance et qui s'est réveillée ou qui convulse, mais il faudra être vigilant et reconnaître la personne qui a des petits troubles du comportement ou qui est confuse. Je vous donne un exemple parce qu'on en a, nous, régulièrement avec nos pompiers. On a déjà fait plusieurs coups de chaleur des pompiers cette année sur intervention, exposés à la chaleur avec un tenue de feu. Alors, ils ressortent plus ou moins fatigués tous, il n'y a pas de problème à ça, mais on a eu quelques-uns qui, quand ils sont sortis, étaient complètement confus, ne savaient pas où ils étaient, ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. On savait qu'ils avaient fait des efforts importants, c'était même quelquefois ils étaient à l'attaque du feu, et en ressortant, ils tiennent plus debout et ils sont confus. Et ben, dès qu'on s'aperçoit qu'ils sont confus, on est rentré dans le coup de chaleur. Donc ça va être très important à repérer et on leur apprend effectivement à le repérer parce qu'il faut être très très rapide après pour la prise en charge. La plupart du temps, ils vomissent, hein, même au niveau de l'épuisement, ils vomissent beaucoup. Mais ce qui va pour nous être la réalité du coup de chaleur, c'est les signes neurologiques. Sur le côté à droite, alors on trouve sur Internet des exemples de coups de chaleur à l'effort sur les courses internationales. Là, c'est le marathon d'Athènes de 2007 où on a, si vous pouvez retrouver la vidéo, ce qu'on voit, c'est un coureur qui va s'effondrer au milieu de la course avec personne qui va venir lui porter secours, qui va rester au sol plus ou moins inconscient pendant 8 minutes, qui va quand même arriver à se relever parce qu'il y a une espèce de surmotivation à la fois sur les courses de cette envergure. Il va reprendre sa course, par contre, il est complètement désorienté et il ne va pas suivre le chemin normal de la course, il va bifurquer et il va se trouver en collision avec un tramway. Donc là, c'est quand même la preuve que au niveau cérébral, il est plus du tout conscient de ce qu'il fait et que c'est son comportement et son état neurologique qui sont anormaux. Donc là, on est au niveau du coup de chaleur. Donc je reviendrai là-dessus, c'est vraiment l'état neurologique. Derrière, il doit y avoir une petite vidéo d'un autre coureur. Je ne sais pas si vous arrivez à la mettre en marche. Ouais, je crois qu'elle se lance pas. Elle se lance pas, c'est pas très grave. Ça montrait aussi un marathon avec un coureur qui titubait, qui a été soutenu par les autres pour finir sa course et qui s'effondre en arrivant. Donc les premiers signes, on est au moins au moment de l'épuisement hyperthermique avec des signes minimaux et on titube. Et puis ensuite, on va avoir des troubles de conscience et si on perd connaissance, on est clairement dans le coup de chaleur. Alors, on a parlé du coup de chaleur et de ce que c'était, mais il faut s'intéresser à ce qui favorise le coup de chaleur. Alors, il y a des facteurs externes, puis il y a des facteurs personnels. Les facteurs externes, vous comprendrez sans problème que la température ambiante très élevée favorise les coups de chaleur, mais on n'a pas besoin d'avoir une température élevée pour faire un coup de chaleur. L'effort physique, parfois, suffit. Et notre premier coup de chaleur qu'on a pris en charge cette année sur une course, c'était début mars, alors qu'il faisait 10 degrés dehors. Et on a pris en charge un jeune homme qui devait avoir 25 ans, qui avait fait les 10 km et qui, par contre, avait gardé 3 ou 4 couches de vêtements sur lui sur toute la durée des 10 km et qui est arrivé au bout et qui était comateux quand il est arrivé dans le PMA, le dispositif de secours. Et donc, lui, bon, il a été traité comme un coup de chaleur. On va voir après ce qu'il faut faire. La durée d'exposition à la chaleur ou à l'effort, évidemment, joue aussi. L'hygrométrie, je n'en avais pas encore parlé, mais c'est la saturation de l'air en eau et le fait que l'ambiance soit très moite. Si on est dans une ambiance chaude et sèche, on va plus facilement évacuer sa chaleur que si on est dans une ambiance chaude et humide.
Et donc, si on fait une course, on encadre une course alors qu'il fait déjà très chaud et qu'il fait très lourd, que c'est humide, les personnes qui vont avoir trop chaud, qui vont faire des coups de chaleur, auront beaucoup plus de mal à évacuer et à se remettre de leur hyperthermie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on prend en compte quand on regarde la météo, généralement, quand on se prépare à faire des dispositifs de secours. Et puis, il y a la tenue. Alors, la tenue, bah, ça va être la tenue par exemple, les EPI qu'on peut avoir sur des chantiers, parce on prend aussi on charge beaucoup de chaleur sur les travailleurs qui travaillent dehors et qui ont des vêtements de protection. Et puis nous, alors, chez les pompiers, on a une contrainte, c'est la tenue de feu. Alors, cette tenue de feu, elles ont fait beaucoup de progrès, les tenues de feu. Elles sont extrêmement mal contre les brûlures et c'est effectivement ce qu'on leur demande. En revanche, il y a une multitude de couches et elles tiennent un petit peu la chaleur. Et vous voyez sur la petite photo du bas des pompiers qui sont en train de faire des sauvetages. Ils sont en tenue de feu, ils sont à côté du brasier, donc on a une ambiance thermique qui est majeure, et ils font des efforts physiques. Donc là, on a tous les facteurs réunis pour faire des coups de chaleur et on essaye de gérer ces contraintes en faisant des attaques, enfin des moments où on attaque le feu, par exemple, qui ne sont pas trop longs, en ayant des moments de repos importants où on se déshabille, où on se réhydrate. Et donc là, on a une population qui est particulièrement sujette à faire des coups de chaleur. On en a déjà eu plusieurs cette année. Et ces derniers jours, on a aussi fait des gros feux où on a dû traiter des pompiers qui commençaient à faire des coups de chaleur. Donc ça, c'est pour les facteurs externes. Et puis, il y a les facteurs personnels, l'âge. Ça, on avait plus de problèmes chez les personnes âgées. Rappelez-vous, en 2003, on a aussi les tout petits-enfants qui vont se déshydrater très vite, qui sont sujets à ces pathologies. Évidemment, si on est en bonne santé, on a moins de risques que si on a une pathologie sous-jacente, éventuellement pathologie cardiovasculaire. La déshydratation va jouer, la fatigue aussi. Certains médicaments, les stupéfiants. Et puis chez nous, enfin, pour les sapeurs-pompiers, on va avoir parfois des prédispositions avec des problèmes d'aptitude. Et un pompier qui a fait un vrai coup de chaleur, il perd son aptitude pendant quelques mois et puis a le temps de faire des examens. Donc voilà Alors ça, c'est une diapositive qui illustre le fait que on va c'est les sueurs, dans l'évacuation de la chaleur, les sueurs sont très importantes. On a un certain niveau de sueur passif quand il fait chaud et que si en plus on fait un exercice, on doit suer encore plus. Si l'ambiance est très humide, on va avoir plus de difficultés à perdre sa chaleur. Si on est très déshydraté, avant de commencer l'effort ou avant d'être soumis à une ambiance difficile, on va effectivement être plus enclin aussi à faire un coup de chaleur. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Là, maintenant, on va faire un petit focus sur le coup de chaleur d'exercice. Et ça, ce sont des études scientifiques qui ont été faites. On a fait courir des hommes, des femmes, des sujets âgés, des gens qui étaient des athlètes ou qui étaient sédentaires, pour voir en combien de temps leur température centrale montait. Et on s'aperçoit, quelle que soit la population, la température, elle monte de la même façon. Et qu'au bout de 30 minutes, elle arrive à 39 et qu'après, elle dépasse. On voit donc aussi sur ce schéma qu'il faut quand même 20 à 30 minutes d'effort, de vrai effort, pour monter sa température centrale. Donc, si vous avez quelqu'un qui fait un malaise juste au début d'un effort, il y a peu de chances que ce soit un coup de chaleur. En revanche, si on a déjà fait 20-30 minutes d'effort, de vrai effort physique, là, vous êtes dans un cas où il peut s'agir d'un coup de chaleur et on va le prendre comme tel. Donc, pour avoir un coup de chaleur d'exercice, il faut qu'il y ait de l'exercice. La diapo suivante, ça, s'il vous plaît. Donc, notre coup de chaleur d'exercice, il nous faut au moins 20 minutes d'effort. Tout le monde ne fait pas, toutes les personnes qui font le même effort ne vont pas faire un coup de chaleur. Et celles qui font un coup de chaleur, c'est que ce jour-là, à ce moment-là, elles vont dépasser leur capacité d'adaptation à la chaleur.
elles en font ce jour-là, elles n'en auraient pas fait sur une autre épreuve sportive, par exemple. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il fallait une hyperthermie supérieure à 40 degrés, mais qu'on avait des difficultés à mesurer la température au début de la prise en charge, parfois parce qu'on n'arrivait pas encore à la mesurer à 40 degrés, puis parce qu'on a des dispositifs de mesure qui ne sont pas forcément efficaces. Et le standard pour nous de mesure de la température centrale, c'est une température rectale à 15 cm de la marge anale. Donc, ce n'est pas des choses qu'on fait, tout le temps sur les personnes. Et dans notre pratique, on ne prend pas la température. Si on détecte que quelqu'un fait un coup de chaleur sur la clinique, sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne perdra pas de temps à prendre la température, on la prendra après. Et on va mettre en place tout de suite la bonne conduite clinique. Alors, on va être alerté sur des premiers signes. Hein. Là, on avait sur les photos des gens qui titubent, enfin une coureuse qui titubait. On va avoir une fatigue intense, nausées, vomissements, mal à la tête, mais ça, on l'a déjà aussi quand on est au premier stade à l'insolation. Troubles visuels, irritabilité, on va avoir des troubles du comportement qu'on n'explique pas. Et là, il va falloir commencer à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La marche, c'est quand même lié aussi à l'atteinte du cervelet, donc on commence à être la marche titubante. On commence à être dans l'atteinte neurologique, mais pas trop grave. Ça correspond, c'est ce qu'on voit aussi sur les ivresses, hein, ça. Et puis ensuite, des vrais troubles du comportement, confusion, perte de connaissance, convulsion. Et là, on est dans l'encéphalopathie. Donc celui-là, il faut tout de suite le repérer pour prendre les mesures immédiates. On va passer la diapo suivante. Alors, c'est une pathologie très grave, et si on ne fait rien, on a au moins 25% de mortalité. Et si on fait, mais avec retard, ben on a des personnes qui vont quand même faire plusieurs jours, voire plusieurs semaines de réanimation. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Je ne vais pas rentrer dans des détails trop importants, mais il va y avoir toute une série de phénomènes physico-chimiques qui vont se mettre en place. Il va y avoir une inflammation généralisée. On va avoir une atteinte des reins et du foie très rapide, en plus de l'atteinte du cerveau. Et tout ça, on va avoir des problèmes de coagulation. Et tout ça fait que on va faire des jours et des jours de réa et que peut-être qu'on aura des complications très graves et certains vont en mourir. D'où l'importance de reconnaître très très vite les troubles de la conscience quand on est auprès de ces personnes et de les traiter. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Maintenant, c'est sans mesurer la température immédiatement. Évidemment, on la mesurera dès que possible, mais on va d'abord faire le traitement. Et donc, quand on pense que quelqu'un fait un coup de chaleur, en fait, on va réaliser ce qu'on appelle un sauvetage. On a moins de 30 minutes pour agir. Évidemment, on arrête les forces, mais souvent, il a arrêté lui-même. On met à l'abri du soleil et de la chaleur. Si on peut trouver un endroit aéré avec un peu d'air, un peu de brise, c'est mieux. On déshabille et on hydrate s'il est possible d'hydrater. Mais en revanche, si vous avez déjà tous les signes neuro, on va passer au vrai traitement, qui est le refroidissement. Donc, évidemment, s'il y a des gestes d'urgence à faire, les gestes habituels des secours, on les fait. Mais ce qui est urgent, c'est le refroidissement. Donc, il faut se mettre en état de refroidir très rapidement les gens. Et jusqu'à il y a 3-4 ans, on les refroidissait un petit peu, puis on continuait à les refroidir tout en les évacuant. Maintenant, on a complètement changé de façon de faire. On ne les évacue pas tant qu'on ne les a pas refroidis sur place. Parce que le refroidissement est tellement important et urgent qu'on n'arriverait pas à le faire tout en roulant vers un hôpital. Donc, en fait, la bonne façon de faire n'est pas de les emmener vite à l'hôpital, c'est de les refroidir sur place. Et nous, on arrête le refroidissement comme je vais vous le montrer, quand la température, elle est redescendue à 38,5. Donc ça, c'est ce qui est nouveau ces dernières années, c'est le refroidissement très actif. On peut même trouver agressif immédiatement sur les lieux de la prise en charge. On va passer
à l'étape suivante. Donc, je vous dis qu'il faut refroidir, mais comment? Ici, alors, c'est par les mêmes études sont parues aussi dans les recommandations internationales. Ici, on a comparé, alors c'est les militaires qui l'ont fait, c'est pour ça que vous disiez pas d'hélicoptère au milieu. Parce que les militaires en opération, des fois, sur les vrais coups de chaleur, ils mettaient un hélicoptère au-dessus en stationnaire pour faire du vent. Et donc, on a comparé la vitesse de refroidissement en fonction du matériel ou de la technique qu'on utilise pour refroidir. Alors, tout à gauche, il y a les poches de froid qu'on met sur les gens. Et la petite image que je vous ai mise en illustration, c'est ce qu'on avait mis au point en 2003 lors de la canicule. On mettait les gens déshabillés, on les déshabillait, on les mouillait, on leur mettait des packs de froid sur les axes vasculaires, on les aspergeait d'eau et puis on leur faisait du vent avec le petit ventilateur là qui est un ventilateur pour l'incendie, qui sert à gérer les flux d'air et de fumée sur les incendies. Donc on s'est dit que ça c'était bien. On l'a fait assez longtemps. Mais maintenant, on fait mieux. Et donc, effectivement, mettre des poches de froid et ventiler, ça marche, mais honnêtement, on perd de la chaleur pas très vite. Si on ventile avec les pattes d'un hélicoptère, ça va un peu plus vite, mais ça, on va renoncer à le faire. Et en revanche, on a regardé ce qui se passait quand on immergeait les gens dans l'eau. Et on s'aperçoit que si on immerge quelqu'un dans de l'eau froide, le refroidissement, il est quand même beaucoup plus rapide. On perd 0,20 degrés par minute. Et si on continue dans l'idée qu'il faut être très actif pour refroidir et que dans l'eau, on met des glaçons, alors des glaçons, c'est pas 3-4 glaçons, on met 20 kilos. On met 20 kilos de glace et on fait descendre la température du bas très très fort pour que le refroidissement soit très rapide. Et là, on s'aperçoit qu'on perd 0,35 degrés par minute. Donc, en quelques minutes, on aura bien déjà fait refroidir, la personne sera bien descendue en température. Et donc, ça, c'est maintenant ce qui est recommandé dans les recommandations internationales. C'est dès qu'on peut, c'est ce qu'il faut faire, mais des fois, on n'a pas le matériel tout de suite sous la main. C'est dès qu'on peut, on plonge la personne dans de l'eau. Alors, on l'immerge. On l'immerge jusqu'au cou et en plus, on lui mouille la tête. Et dès qu'on peut, on va jeter la glace dans l'eau. Et c'est comme ça qu'on va avoir des résultats qui sont très très bons maintenant et on va récupérer rapidement les troubles qu'on avait. Alors, vous allez me dire, et s'il est dans le coma, eh ben, s'il est dans le coma, on le met quand même dans l'eau, on l'immerge, on va le tenir, on va faire en sorte qu'il respire, on va lui tenir la tête hors de l'eau, et on s'aperçoit avec cette technique qu'ils arrivent à récupérer et à se réveiller. Le refroidissement rapide rend complètement réversible les signes neurologiques. Et quand ils vont mieux, quand ils se réveillent, eh ben, on va les sortir de l'eau. Ça correspond généralement à une température qui est redevenue acceptable, qui est à 38,5. Et à ce moment-là, on pourra continuer les soins et les traiter. Alors, vous n'êtes pas trop concerné par la prise en charge médicale, mais avant, quand on trouvait quelqu'un dans le coma, on l'intubait, on lui faisait des perfusions froides. Alors maintenant, nous, on ne fait plus du tout comme ça. D'abord, on l'immerge dans de l'eau glacée, et ensuite, on fait les techniques habituelles de prise en charge si jamais il n'avait pas récupéré. Alors, pourquoi il n'aurait pas récupéré? Par exemple, parce qu'on a tardé à agir. On a eu une dame comme ça, alors c'était au mois de novembre de l'année dernière, on l'a trouvée avec un coup de chaleur, d'ambiance du coup, dans un sauna. Mais les personnes du sauna ne s'étaient pas rendues compte tout de suite, donc elle y est restée assez longtemps, et elle avait sur l'intervention pas vraiment récupéré au niveau conscience. Mais nous, si on prend en charge des coureurs, qu'on les prend tout de suite, dès qu'on s'aperçoit qu'ils ont débuté le coup de chaleur parce qu'ils ont des signes neurologiques et qu'on les immerge vite, il y a une réversion complètement des signes et ils se sentent, bon, après, ils vont beaucoup mieux. Donc, c'est maintenant ce qu'on fait à la brigade de sapeurs-pompiers quand on a des coups de chaleur, que ce soit des coups de chaleur d'ambiance, que ce soit des coups de chaleur d'effort, comme on a régulièrement en intervention en surfeu. Alors, une fois que je vous ai dit ça, vous allez me dire, mais on n'a pas tout de suite le matériel. Alors, c'est vrai,
Et si il peut arriver, par exemple, nous, sur intervention, qu'on arrive à domicile et qu'on trouve quelqu'un, on s'aperçoit qu'il a fait un coup de chaleur pour diverses raisons. On va avoir un petit peu de matériel, des poches de froid, on a de quoi asperger de l'eau pour commencer, mais dès qu'on peut, on va le mettre dans une baignoire. Si on n'a pas de glace tout de suite, bah tant pis, on le met dans l'eau dans une baignoire. Si on peut récupérer de la glace aux alentours, on en récupère. Mais de toute façon, il nous faudra des grandes quantités et on fait venir de la glace parce qu'actuellement, sur tout notre territoire, on a des lots de glace. Depuis quelques années, on a des lots de glace. Et donc, nos équipes vont demander ce qu'on appelle chez nous le lot coup de chaleur, c'est-à-dire de la glace, une baignoire éventuellement si on n'a pas sur place qui va venir avec. Et puis, si on n'a pas d'eau, eh bien, on fait venir un engin pompe pour mettre de l'eau. Généralement, on arrive à en trouver. La glace en telle quantité, on en trouve un petit peu moins. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà ce que c'est. Donc, on a des lots de glace comme ça. Et quand on emmène un lot, c'est 20 kilos de glace. Et l'année dernière, on a bricolé cette baignoire que vous voyez là, qui est en fait des arceaux de brancard avec une bâche, une bâche étanche qu'on va remplir, qu'on remplit d'eau. Donc on l'immerge complètement. Vous voyez qu'il n'est pas juste, il est vraiment complètement immergé. Ouais, et je vous montrerai d'autres photos en vrai. Et dès qu'on a la glace, on la met. La diapo suivante, ça doit être la trousse hyperthermie qu'on a dans nos engins toute l'année, qui permet de faire du refroidissement. Alors là, c'est pareil, on se débrouille, on a des poches de froid, on a des pulvérisateurs et on prendra de l'eau qu'on trouvera. Et si on n'a pas d'eau, on a les kits pour les accidents d'exposition au sang, au virus, où on va commencer à utiliser cette eau-là pour les asperger. Et ensuite, on essaiera le plus vite possible de pouvoir immerger notre personne. Alors, au début, on n'avait rien, on n'avait pas de baignoire, on n'emportait pas de baignoire, donc on faisait dans ce qu'on pouvait. Là, vous voyez, sur la gauche, on a essayé dans une bâche à cadavres. On remplit la bâche à cadavres d'eau, ça tient un certain temps. Donc, si on n'a rien, on avait ça. Et puis ensuite, on a commencé à bricoler des brancards baignoires comme ça, comme la dernière que je vous ai montrée. Et puis, on a fait fabriquer maintenant des brancards baignoires de ce type-là, que je vais vous montrer derrière, sur la diapo suivante. Ça, c'est ce qu'on est en train de recevoir là, et on en aura une bonne trentaine et on sera prêt à faire face aux Jeux Olympiques. Avec justement un brancard avec des arceaux. On peut le mettre sur pied, on peut mettre la bâche, ça se monte très rapidement. Il doit y avoir une capacité de 300 litres hein, quand même dans la bâche. Il y a une petite sangle pour maintenir le tronc en arrière pour maintenir la tête hors de l'eau. Et puis on va immerger comme ça nos victimes. La diapo suivante. Et bien là, alors ça, c'est une photo très récente, prise sur feu il y a quelques semaines, où on a eu 2 pompiers qui ont fait un coup de chaleur. Alors, ils étaient sur un feu d'habitation au 10e étage, donc ils avaient fait un effort, il faisait chaud. C'était le binôme d'attaque, donc eux, ils étaient allés éteindre le feu. Donc, ils ont été proches de température très élevée. Et quand ils sont ressortis, il y en avait un des deux qui était confus, qui ne savait plus où il était. Donc ses collègues, ils ont compris. Ils l'ont emmené plusieurs étages plus bas dans un autre appartement où ils ont commencé à le mettre dans une baignoire pour le refroidir tout de suite, en attendant que le dispositif soit prêt et on a continué à le baigner. Et là, vous voyez qu'il est donc la baignoire est remplie, on lui tient la tête de l'autre côté et on a versé le lot de glace dans la baignoire. Et généralement, on les sort quand ils disent qu'ils ont froid. Mais au moins, leur température est descendue très, 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 très rapidement. Ça a tout changé pour nous. Il y a 2-3 ans, ce type de coup de chaleur, on n'immergeait pas. On les refroidissait comme on pouvait. On les emmenait à l'hôpital, mais il faisait quelques jours de réa quand même. Et lui, on l'a emmené aux urgences, on l'a emmené à l'hôpital, mais il est ressorti le lendemain.
sans anomalie biologique et sans séquelles. Donc, c'est vraiment très, très efficace. Et nous, on continuera, et on continuera à faire comme ça. Donc, on suspecte un coup de chaleur parce qu'on est dans les conditions. On va rapidement déshabiller, utiliser ce qu'on a pour le refroidir et dès que possible, le mettre dans l'eau, lui mettre de la glace dedans. Et ça va rendre complètement réversible tout le processus pathologique, biologique interne du corps qui, sinon, entraînerait des complications majeures. Et là, ils vont déjà mieux alors qu'on les transporte. Et la plupart du temps, le transport se fait même plus par les équipes du HAMH ou d'ambulance de réanimation chez nous, se fait par les premiers secours. La diapo suivante, les points clés. Pour un coup de chaleur d'exercice, il faut qu'il y ait un effort, au moins 20 à 30 minutes. Dès qu'on voit qu'il y a des troubles du comportement ou des troubles de la conscience, pour nous, c'est un coup de chaleur jusqu'à preuve du contraire. Il y a effectivement d'autres diagnostics différentiels, mais c'est tellement urgent de traiter le coup de chaleur qu'on va commencer le traitement rapidement. Ça ne nous empêchera pas de lui faire un dextro, de faire d'autres choses rapidement. Notre objectif, c'est de faire baisser le plus vite possible la température par immersion. On met de la glace et une fois qu'il va mieux, on l'évacue. Et pour ça, soit on a sur place ce qu'il nous faut. Alors nous, c'est vrai que sur les incendies, maintenant, on apporte tout ce qu'il faut pour les coups de chaleur. Et si on nous sort un pompier qui fait un coup de chaleur, on a tout de suite ce qu'il faut pour l'immerger. Et si c'est pas le cas, si on prend en charge des civils sur intervention, sur des chantiers ou bien sur des courses, parce que quelquefois on vient en appui des DPS sur les courses quand il y a des personnes qui font des coups de chaleur ou qui sont graves. On demande un appui logistique en demandant l'eau coup de chaleur, le brancard baignoire, la glace. Et si on n'a pas d'eau, on fait venir une pompe des pompiers qui va nous amener l'eau dont on a besoin. Là encore, il faut des quantités, puisque vous avez vu, on remplit complètement la baignoire et on immerge les personnes. Voilà pour cette petite présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup à vous pour cette belle présentation. Alors, ce que je vous propose, les 320 participants, certains ont posé des questions tout au long de la présentation qui ont été Ouais. recensées par Julien. Et donc, si vous êtes d'accord, je vais laisser Julien vous poser quelques questions si vous avez quelques instants pour y répondre. Pas de problème, je vais essayer de répondre, c'est pas sûr. Merci pour cette présentation, docteur. Effectivement, on a pas mal d'interrogations qui arrivent. Et puis, bien évidemment, c'est quand la présentation se termine qu'il y a encore plus de questions qui arrivent. On va essayer de repartir un peu dans l'ordre. La première question qui interpelle, ce sont les médicaments. Vous parlez de médicaments qui peuvent favoriser ou provoquer la survenue d'hyperthermie. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont, alors, sans forcément dire quelle est la molécule, mais quel type de Oui. médicaments Alors, pourraient provoquer ces hyperthermies? souvent, c'est des médicaments visés, les psychotropes, enfin, c'est des médicaments qu'on va trouver en psychiatrie ou bien c'est des calmants, ça va être beaucoup cela. Et puis, associé à des pathologies d'ailleurs, hein. Donc, on va avoir des facteurs de risque qui sont dus à ça. Merci. On a Daniel, je te entendu laisse parler. compléter, hein. Daniel, tu complètes quand tu veux. Ouais, non, je suis là, ne t'inquiète pas, c'est parfait, c'est parfait. On entend parfois parler, donc on a entendu parler du coup de chaleur d'exercice et on a entendu parler de l'hyperthermie maligne d'effort. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des différences? Et s'il y a des Oui, différences, lesquelles c'est la même sont-elles? chose. Mais il y a plein, en fait, il y a eu plein de noms. Maintenant, on s'est mis d'accord sur coup de chaleur, mais l'hyperthermie maligne d'effort, c'est ça, c'est le coup de chaleur d'exercice. Alors là où on peut avoir des fois des difficultés sur le terrain, c'est on se dit, est-ce que là, il est en épuisement ou bien est-ce qu'on est déjà dans le coup de chaleur? Et effectivement, si on voit arriver les coureurs d'une course, il y en a beaucoup qui titubent, il y en a beaucoup qui ne sont pas bien, et on peut se laisser quelques minutes pour se donner, pour voir quel est leur état neurologique réel, les réévaluer quelques minutes après pour voir, et si vraiment ça ne va pas, on est plutôt dans le coup de chaleur. Mais c'est vrai qu'on se pose parfois la question parce que on peut douter au départ. Merci. Est-ce qu'on a un lien entre la consommation d'alcool et la survenue d'une hyperthermie?
Alors oui, il y a un lien, ne serait-ce que parce que ça déshydrate. Enfin, l'alcool entraîne une déshydratation. Et donc, oui, oui, il y aura un lien. Pour le refroidissement que vous préconisez, est-ce qu'il est le même pour l'adulte et pour l'enfant? Alors, ouais, c'est intéressant de poser la question parce que effectivement, il ne faudra pas confondre cette situation avec une autre chez les enfants. Si jamais vous avez un enfant qui fait un coup de chaleur parce il a été exposé. Je pense par exemple aux enfants qui restent dans les voitures fermées pendant que les parents font les courses. Eux, c'est de réels coups de chaleur. Si on les récupère dans le coma, c'est un coup de chaleur. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne les traite pas pareil. Donc, ce sera la même chose. En revanche, il ne faut pas confondre, parce que ce n'est pas du tout la même prise en charge, l'enfant qui fait de la fièvre ou qui a fait des convulsions fébriles, hyperthermiques, parce qu'il a une maladie infectieuse. Lui, on ne va pas le tremper dans de la glace. Les pédiatres ont d'ailleurs interdit, il y a déjà assez longtemps, qu'on leur donne le bain. Avant, on leur donnait un bain il y a longtemps, maintenant, ça ne se fait plus. Il ne faut pas confondre les situations. Euh, Eux, ils sont malades, ils ont une maladie infectieuse, ils vont convulser parce que ça fait partie de la maladie chez eux. C'est pas du tout un coup de chaleur, soit d'ambiance, soit d'exercice. Mais il n'y a aucune raison de pas moins bien traiter un enfant qui ferait un coup de chaleur d'ambiance ou un coup de chaleur d'effort. Merci. L'immersion en eau glacée. Donc vous, on comprend que dans un premier temps, vous les refroidissez à l'eau, le temps que la glace elle arrive, et ensuite, une fois que la glace arrive, euh, vous, vous versez la glace, du moins pour glacer. Oui, Dans l'éventualité où on a la possibilité d'avoir cette eau glacée, parce qu'on est sur un dispositif prévisionnel de secours et on a anticipé cette survenue ouais. de pathologie, le fait de plonger directement la personne dans cette eau glacée, est-ce qu'il y a des risques, notamment des risques qu'on pourrait avoir de brûlures liées au froid? La brûlure liée au froid, elle va être due au glaçon. On a un retour d'expérience avec quelqu'un qui avait été mis dans une baignoire qui n'était pas comme celle que je vous ai montrée, mais on pouvait pas enfin, c'était une bassine plutôt, on pouvait pas l'immerger dedans et la glace avait été déversée. En fait, il avait des glaçons sur la peau. Donc oui, ça lui a provoqué des brûlures. Mais le fait d'être plongé dans l'eau glacée ne provoque pas, enfin des gelures, ne provoquera pas de gelures. Et il n'y a pas de risque à le plonger dans l'eau. Alors, de toute façon, si on n'a pas la glace, on le plonger dans l'eau, c'est toujours mieux. C'est ça qui est le mieux. Et si on a la glace, tout de suite, on le met dans l'eau glacée. Non, donc non, il n'y a pas de risque pour la peau. Et c'est plus urgent de le refroidir. Alors, ce que je vous dis là, quand on prend les recommandations d'il y a 15 ans, on disait qu'il ne fallait pas le faire. Donc, il y a une vraie évolution. Il y a 15 ans, on se disait, ouh là là, il ne faut pas tremper vite dans l'eau froide, il va faire une hydrocution. On n'est plus du tout là-dedans. Ça, c'est complètement dépassé. Maintenant, ce qui est reconnu, c'est vraiment l'immersion dans l'eau glacée. Et le plus vite possible. La, Cette immersion, finalement, elle va être conditionnée, la durée d'immersion, elle est conditionnée par le fait que la température corporelle va descendre jusqu'à 38,5, parce que c'est la température que vous préconisez pour pouvoir envisager le transport. Mm. Est-ce qu'il y a une notion de durée, de Alors, durée en temps? ce qui fait qu'on va les sortir de l'eau, nous, c'est la récupération neurologique. C'est-à-dire qu'on en a certains, il a fallu les laisser une demi-heure. Mais après, ils ont repris conscience. Donc, c'est ça, c'est la récupération neurologique. Bon, après, on va pas rester 3 heures. S'il ne récupère pas, c'est qu'il est au-delà de la récupération. Mais c'est surtout là-dessus. Et les deux vont de pair, en fait, la baisse de température et la récupération neurologique. En l'absence de matériel, euh, on a vu les différentes possibilités et stratégies de refroidissement qu'il existait. Et c'est vrai, quand on compare l'eau glacée avec les packs de froid, on s'aperçoit assez rapidement de l'efficacité bien moindre. Est-ce que le fait de laisser habiller une personne et de l'arroser avec ses habits, est-ce que ça reste efficace?
ou vous préconisez quand même de complètement déshabiller la personne et tenter un refroidissement avec ce qu'on a? Alors, il faut déshabiller la personne et il faut essayer de la mouiller. Alors, en fait, c'est ce qu'on faisait avant. On l'aspergeait d'eau et on lui faisait du vent sur elle avec ce qu'on avait. Hein. On pouvait prendre une plaquette de fiche bilan et on lui faisait du vent, on la ventilait parce que c'est ça qui était le plus efficace. Et donc, c'est vraiment, il faut que l'échange thermique puisse se faire, mais il faut mouiller la peau et faire du vent autour, si on n'a pas les moyens de l'immerger. On est bien d'accord que là, on est systématiquement face à une personne qui est consciente, qui présente d'une altération neurologique, mais qui est consciente, face à une personne qui, à la prise en charge ou à l'évolution de la prise en charge, perd connaissance. Alors, si on prend en charge une personne dans le coma, soit qui a fait une PCI, qui s'est vaguement réveillée, mais ou qui restait inconscient, il est encore plus urgent de l'immerger. Parce que son état est déjà, elle a commencé déjà, elle est déjà bien engagée dans le processus coup de chaleur, et il faut surtout agir au plus vite pendant que c'est encore réversible. Et donc, on va la prendre, on va l'immerger, il va y avoir plusieurs sauveteurs qui vont la tenir, mais elle va être complètement immergée, on va lui tenir la tête hors de l'eau, on va lui mouiller la tête aussi et faire en sorte qu'elle respire. Mais il est encore plus urgent que sur les autres de la refroidir. Donc, le coma, enfin, le fait d'être inconscient n'empêche absolument pas, ne doit pas vous retenir de l'immerger. On est un peu plus pour la tenir, c'est tout. On parle également de la couverture de survie. Est-ce qu'il y a un sens, est-ce qu'il y a une utilité à cette fameuse couverture de survie? Je vois Daniel, parce que ça a été un sujet il y a quelques années, effectivement. Je ne sais pas, pour protéger du soleil, je ne sais pas. Non, en fait c'est une idée qui est de dire qu'en fonction de la température de l'individu, si on veut le réchauffer, il faut la mettre dans un sens, si on veut le refroidir, il faut la mettre dans l'autre. Alors non, pas du tout. La couverture, ça limite la déperdition de température, donc c'est tout à fait le contraire. Il ne faut surtout pas mettre de couverture de survie. Oui. Concernant un enfant qui viendrait à présenter les signes d'un coup de chaleur, et on est bien dans un coup de chaleur classique ou un coup de chaleur d'exercice, on peut rentrer dans cette situation de refroidissement, mais que dans cette situation-là. Ah oui, oui, oui. Enfin, de refroidissement agressif comme ça, oui, oui, oui. Oui. Ben, de toute façon, s'ils sont dans un état grave, il faut être rapide. On cite des problèmes endocriniens à titre des problèmes de thyroïde. Est-ce qu'ils sont un facteur de risque de survenue d'hyperthermie? Alors, oui, c'est possible. C'est possible que, possiblement sur une hyperthyroïdie, il est possible que ça favorise. Si c'est pas traité, en tout cas. Sur une Très bien. hyperthyroïdie traitée, il n'y a pas de raison. Mais si c'est pas traité, oui. Et enfin, pour terminer et respecter le délai, concernant les dispositifs prévisionnels de secours qui vont être mis en place dans le cadre des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques, est-ce qu'il va y avoir du matériel type ceux que vous avez présentés pour pouvoir faire face à la prise en charge de ces victimes? Oui. Alors, je pense que l'encadrement des sportifs, ils ont déjà ce genre de choses, pas pour le coup de chaleur, mais parce qu'en fait, ils s'en servent pour la récupération musculaire. Ils les trempent beaucoup dans l'eau glacée. Mais nous, tous les dispositifs qui sont prévus vont effectivement prendre ça en compte. Là, j'ai vu ce qui avait été prévu pour le marathon pour tous. Il y a beaucoup de baignoires qui ont été achetées. Il y a des tonnes de glace qui ont été prévues. Et effectivement, maintenant que tout le monde sait comment traiter, on va en disposer un petit peu partout.
Je sais que les hôpitaux aussi de Paris, de l'assistance publique, ils ont aussi acheté des baignoires pour le cas où leur arriverait des personnes qui viendraient par d'autres moyens, pas forcément, et qui feraient des coups de chaleur. Donc oui, maintenant, c'est pris en compte. Nous, on a fait des réunions, enfin, alors je peux vous parler que de la place, du territoire de la brigade, mais on a fait des réunions avec les associations qui travaillent sur le territoire aussi, pour leur dire que s'ils sont des dispositifs de secours, ils en avaient besoin, il fallait qu'ils nous demandent. On leur amène sur place les baignoires, la glace, s'ils ne les ont pas. Mais de plus en plus, ils vont faire l'acquisition de ce qu'il faut pour traiter rapidement. Très bien. Un grand merci en tout cas pour la précision du sujet. C'est quelque chose qui, effectivement, à l'aune des Jeux Olympiques et puis de la saison estivale, malgré tout, qui arrive, hein, parce qu'on se prépare aussi à ça. Du La conduite réchauffement climatique. Et voilà. Exactement. Les procédures de conduite à tenir vont être ajustées dans les prochains jours, semaines, pour pouvoir prendre en charge du mieux qu'on peut ces personnes et s'apercevoir que finalement, un, la clinique est importante, et deux, le refroidissement est important. On a vu que c'est ce qui comptait. Et, en tout cas, les collègues de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont pu déjà en évaluer les conséquences. Donc, merci pour cette présentation et je vous rends la parole, Alexis et Daniel. Merci Julien, merci Frédéric pour cette brillante présentation qui montre l'importance du sujet. Il fallait vraiment l'aborder actuellement, non seulement avec l'actualité, mais parce que, comme tu l'as dit, depuis plusieurs années, on en rencontre de plus en plus. Ça nécessite deux choses. Un, d'adapter notre conduite à tenir. Elle sera adaptée dans les guides. Actuellement, on travaille avec la DGS-CGC notamment pour revoir la fiche, notamment sur les hyperthermies. Elle sera mise à jour par note interne, notamment à la Croix-Rouge, avant les Jeux Olympiques, de façon à ce qu'on applique la conduite à tenir qui vous a été détaillée. Donc, il y a à la fois un rôle important dans la prise en charge des victimes. Il y avait déjà l'immersion, mais elle était placée en dernier si on avait la possibilité. Là, c'est plutôt, il faut à tout prix l'immerger. En attendant d'avoir les moyens, on utilisera d'autres techniques, mais vous l'avez vu, qui sont beaucoup moins efficaces. D'où l'importance d'avoir cette immersion et d'où la nécessité aussi d'un point de vue opérationnel, lorsqu'on prépare les postes de secours où le risque de rencontrer des victimes qui présentent des hyperthermies, d'efforts, donc des coups de chaleur, est important, c'est de voir notamment aussi avec l'organisateur, d'avoir les moyens et la possibilité dans vos postes de secours, effectivement, d'effectuer une immersion et un refroidissement de l'eau. Voilà, donc c'était important qu'on aborde ce sujet-là. En tout cas, merci Frédéric pour cette brillante présentation. Et on travaille ensemble d'ailleurs à la commission médicale du CNPC. On va revoir cette fiche, notamment pour l'année prochaine. Merci beaucoup Frédéric. Et je laisse la parole à Alexis pour nous présenter les prochains rendez-vous. Effectivement, merci Dr Briche, merci Daniel et merci Julien. On a de nombreux messages de remerciements. A priori, la visio a bien plu, donc merci à tous les trois. Et effectivement, on se retrouvera le jeudi 18 juillet pour parler des situations à nombreuses victimes. Ce sera le dernier opération terrain de l'été, puisqu'on se retrouvera ensuite à la rentrée en septembre. On laissera le mois d'août pour vous reposer. Donc voilà, merci à tous. On vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve le jeudi 18 juillet. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci et bonne soirée. Bonne soirée.